Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux du coup de vous accueillir sur ce webinaire qui est consacré à une présentation des métiers en sales et business développement. On va tout couvrir quand on parle de SDR, de BDR, de CAM. On parle parfois aussi de PSM. On parle de d'AE. On parle de voilà, il y a plein d'acronymes, énormément de vocabulaire, énormément de choses aussi à apprendre. D'autant plus que en fait, vous allez vous rendre compte assez vite que les entreprises, souvent, ont des définitions assez différentes de ce que c'est qu'un business développeur ou de ce que c'est qu'un account manager ou de ce que c'est finalement que n'importe quel acronyme dont vous allez entendre parler du coup aujourd'hui. Donc, le but de ce webinaire, ça va être de créer le plus de valeur possible pour vous, afin de vous permettre de bien comprendre du coup qu'est-ce qu'il y a à chaque fois derrière ces métiers, pouvoir peut-être même challenger du coup les interlocuteurs que vous aurez en face de vous, peut-être des recruteurs, peut-être des business développeurs, etc. Et voilà, du coup, j'imagine que à la fin de ce webinaire, évidemment, vous aurez beaucoup plus d'armes et vous serez beaucoup plus précis après dans vos échanges avec ces interlocuteurs. Allez, c'est parti, on démarre maintenant. Je vais mettre du coup en partage d'écran, j'ai préparé une petite présentation qui va me permettre du coup de dérouler le contenu de ce webinaire et j'espère que vous allez tout bien voir. Normalement, c'est bon du coup. Normalement, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser évidemment dans le chat. Je me permettrai de faire quelques allers-retours pendant le moment qu'on est ensemble pour y répondre. Donc, il y aura deux parties aujourd'hui. La première, sur à peu près 75% du temps, elle va être consacrée au métier sales et business développement. Du coup, vous êtes là pour ça, évidemment. Il y aura aussi une deuxième partie sur Human School, sur comment est-ce qu'on peut vous aider, du coup, à décrocher ces jobs de sales, de business. Comment est-ce qu'on peut vous aider à vous former du coup sur toutes ces compétences qui sont utilisées au quotidien par les sales, les business developers, les account managers et souvent même aussi les entrepreneurs du coup. Ça, c'est Eugénie qui est avec nous sur la session de juin 2020, qui travaillait en communication avant, qui a fait le bootcamp sur la partie, c'était de la mi-juin à la mi-août l'année dernière, et qui a décroché un job de business developer chez Garant.me. Voilà. Aujourd'hui, du coup, on va parler des métiers sales et business développement. Vous êtes au bon endroit, heureusement, c'est plutôt rassurant. Et avant même de faire ça, du coup, je devrais faire quelques petits rappels, du coup, par rapport à ce qu'on appelle la tech, ce qu'on appelle du coup le digital au sens large. Il y a un, Souvent, quand on s'intéresse à ces écosystèmes, du coup, à l'écosystème des startups et des scale-up, donc des scale-up, c'est des grosses startups, on n'a pas forcément beaucoup de recul, on n'a pas forcément une vision qui est, on va dire, très précise de quels sont les différents métiers, quels sont les différents rôles qu'on va retrouver dans une startup et comment est-ce que ça s'organise concrètement. Première chose que je voudrais vous dire, du coup, aujourd'hui, c'est qu'il y a deux grandes familles de métiers dans cet écosystème tech. Il y a une première grande famille qui est la famille, entre guillemets, un petit peu business, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Donc là, on va retrouver tous les métiers qu'on va détailler un petit peu après, donc les sales, les SDR, les business developers, les account managers, etc., etc. Ça, c'est une première grande famille de métiers. Et il y a évidemment aussi une deuxième grande famille de métiers qui est la famille tech, dans laquelle on va retrouver, par exemple, tout ce qui est web développeurs, donc les front-end, les back-end, on va retrouver des data scientists, on va retrouver des product owners, par exemple. On va retrouver aussi des personnes qui vont être responsables des bases de données. On va retrouver finalement tous les métiers techniques. L'idée derrière ces deux grandes familles de métiers, c'est que dans un premier temps, évidemment, il faut construire, coder, développer les applications qu'on va commercialiser. Et après, une fois qu'on a fait ça, il faut les vendre. C'est un petit peu un biais, c'est une erreur de penser qu'il suffit de coder, de développer une solution, qu'elle va se vendre toute seule. Ça marche parfois quand on a des produits qui sont très viraux et qu'on a des produits qui ne coûtent pas très cher. Après, quand il s'agit d'aller vendre des solutions plus complexes avec, par exemple, des paniers moyens autour de 15, 50 ou 100 ou 200 000 euros, évidemment, ils ne vont pas se vendre tout seuls. Vous n'allez pas créer un espace sur votre site Internet lorsque vous commercialisez ces solutions avec un endroit où quelqu'un peut mettre sa carte bleue et c'est parti. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut des personnes qui vont faire le travail commercial, le travail de la relation commerciale, le travail de la conquête client pour du coup commercialiser ces solutions innovantes et idéalement, vu que ce sont des entreprises tech, des entreprises innovantes, elles vont le faire de manière innovante. Et c'est ça un petit peu ce qu'on va retrouver principalement chez les business développeurs, par exemple. Donc il y a ces deux grandes familles de métiers, famille business, du coup, celle dont on va parler aujourd'hui, et la famille tech. Après, on peut trouver quelques fonctions support, quelques fonctions admin. Je pense par exemple au marketing. Il va y avoir une équipe marketing avec voilà, quelques personnes dedans. On va avoir évidemment aussi une équipe finance, du coup. On va avoir une équipe RH
on peut avoir une équipe admin, donc toute la partie administrative, par exemple. Quelque chose qui est hyper important, c'est de se demander dans l'entreprise dans laquelle on postule ou dans l'entreprise qui nous intéresse, quelle est la part, quelle est la proportion des profils techniques, des devs, donc des développeurs dans cette entreprise. Est-ce que c'est 60-70% de développeurs ou est-ce que c'est 5 ou 10%? Ça donne une très bonne indication du niveau, du degré, on va dire, d'innovation du coup, de l'entreprise à laquelle on s'intéresse, parce qu'il y a des startups qui en fait sont au final assez peu innovantes et au contraire, parfois, on va rejoindre des entreprises où il n'y a que des développeurs et il y a une culture commerciale qui est très, très limitée. Et du coup, bah, évidemment, ce n'est pas les mêmes enjeux et ce n'est pas le même quotidien à chaque fois. Donc ça, c'est les 2 grandes familles et quelques familles de métiers que vous pouvez voir graviter autour. En général, ce qu'on va retrouver, c'est qu'on va avoir une famille tech, des métiers liés à la tech qui vont comprendre entre 15 et allez, 40% des effectifs de l'entreprise. Quand c'est 50%, ça commence à être vraiment élevé du coup. Et la famille business, elle va représenter entre 10 et à nouveau 50% du coup de l'entreprise en fonction à nouveau du degré de l'accent qu'on met sur la partie commerciale ou non dans cette entreprise. Donc, maintenant que j'ai posé un petit peu le paysage, je voudrais vous dire que vous êtes au bon endroit, du coup, aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous êtes au bon endroit? Tout simplement parce que c'est un écosystème qui grandit à une vitesse folle. On annonce des levées de fonds tous les mois qui battent des records qui avaient été établis finalement peu de temps auparavant. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai même plus le temps de mettre à jour cette présentation, du coup, simplement parce que à l'heure où je vous parle, Miracle a annoncé une nouvelle levée de fonds de 550 millions de dollars, du coup, après avoir annoncé une levée de fonds de 300 millions de dollars. Il y a même une entreprise dans les NFT qui a annoncé une levée de fonds, je crois, de 200 ou 300 millions d'euros, alors qu'elle a été créée il y a 3 ans. Vous avez des levées de fonds à n'en plus finir en permanence. Et pourquoi est-ce que c'est hyper intéressant pour vous? Pour 2 raisons. La première, c'est que qui dit levée de fonds dit recrutement. Parce que quand on lève des fonds, c'est qu'on veut s'étendre, par exemple, sur de nouvelles verticales, si on veut créer de nouveaux produits, on veut aussi se lancer à l'international. Donc, on a besoin de recruter pour faire tout ça. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des centaines, voire des milliers de postes qui s'ouvrent dès qu'il y a une levée de fonds comme ça qui est annoncée. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, le deuxième très bon signal, c'est qu'en fait, quand vous avez une levée de fonds comme ça, concrètement, les entrepreneurs qui sont derrière ces entreprises, ils ont vendu des business plans, ils ont vendu une vision à un certain nombre de personnes, des investisseurs, et ça veut dire que quand cette levée de fonds est effectuée, c'est-à-dire que les investisseurs adhèrent à la vision des entrepreneurs, qui est en général une vision assez ambitieuse, assez, excusez-moi du terme, disruptive, du coup, et c'est très intéressant pour vous parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui croient dans cet écosystème, qui croient finalement dans cette industrie et que ça va continuer évidemment à se développer. Bon, évidemment, il y a peu de gens qui se disent, OK, le digital, la tech, c'est pas l'avenir, voilà, ça va retomber comme un soufflet. Il y a assez peu de gens qui pensent ça. Et quand même, globalement, plus vous avez de levée de fonds, c'est-à-dire plus il y a un grand nombre de personnes qui adhèrent du coup à cette vision que demain sera fait que de cet écosystème et de ces entreprises. Voilà. Quelques exemples. Donc, on a Miracle, déjà, je pourrais vous en parler. Donc, c'est une entreprise qui digitalise tout ce qui est, alors c'est déjà digital, mais c'est une entreprise, on va dire, qui apporte tout ce qui est marketplace dans des industries un petit peu traditionnelles. Je vous donne un exemple. Si vous avez, par exemple, l'État français qui décide de créer une marketplace pour faire de l'échange de services ou de biens, tout simplement, donc de créer une marketplace sur un marché qui n'était pas, alors là, attention, ça va être assez dur à entendre, créer une marketplace sur un marché où il n'y avait pas de marketplace jusqu'à présent, en fait, ils vont faire appel à cette solution. On a un alumni, du coup, qui bosse chez Miracle et qui avait un background auparavant dans le conseil. Il y a des entreprises aussi qui vont voilà, digitaliser tout un tas de problèmes auxquels font face les entreprises en temps normal. Je pense à Spendesk. En bas, on a plein d'alumni qui ont rejoint Spendesk du coup, depuis quelques mois, voire depuis 2 ans. C'est une entreprise qui avait levé il y a 3-4 ans 3 millions d'euros. Aujourd'hui, ils ont levé un peu plus de 100 millions d'euros. Ils sont quasiment 300, je crois, dans l'équipe. J'étais allé les voir, il me semble, il y a 2 ans dans leur bureau à côté des Républiques à Paris. Ils étaient clairement pas aussi nombreux qu'ils sont aujourd'hui. Conton Square, 200 millions d'euros aussi. Donc, vous voyez, il y a des grosses levées de fonds qui ont lieu du coup en permanence en ce moment. Voilà. Aujourd'hui, on va parler aussi, bien sûr, des métiers en eux-mêmes, des missions qui vont se cacher, qui se cachent derrière ces différents rôles.
Donc c'est, ce sur quoi j'arrive aujourd'hui. Juste avant de faire ça, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est reprendre du coup une définition des métiers en sales et développement pour que, bah, quand on parle de sales, quand on parle de business développement, vous arriviez quand même à mieux visualiser à quoi ça correspond. C'est l'ensemble des métiers du coup de la vente et du développement commercial B2B dans la tech. C'est des métiers où vous êtes en interaction directe avec les clients et prospects de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est des métiers dont le but, la finalité vraiment est de développer les ventes, c'est de, tout simplement obtenir des signatures de contrats, et après, évidemment, c'est un process qui est plus ou moins long en fonction des entreprises et de la complexité des solutions que vous commercialisez. Donc en fonction de cette complexité, ce process de vente va être divisé en un certain nombre de métiers et c'est ces métiers qu'on va retrouver du coup un petit peu après, là, dans quelques instants. Donc c'est des métiers où vous êtes aussi vraiment face aux clients et dont la finalité est de développer les ventes de l'entreprise en faisant signer des contrats. Voilà. Parfois, on me demande, est-ce qu'il y a une différence entre sales et business développement? Dans la théorie, oui, il y a une différence. Dans la pratique, pas beaucoup. Si vous regardez un poste de business développeur, vous allez souvent voir que ce sont les mêmes missions qu'un poste de sales manager, à peu de choses près. Après, dans la théorie, on dit que dans une vente, dans un process commercial, dans une organisation commerciale, on dit que normalement, le business développement arrive un petit peu en amont, un petit peu avant la partie sales. Typiquement, business développement, on va être sur une phase un petit peu au début. Alors, faut faire très, très attention à ce que je veux dire parce que on lit beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies sur internet, donc je vais parler un petit peu de stratégie, et notamment de go to market du coup, donc choix d'un positionnement, choix d'une cible, choix d'une verticale. Ça, c'est pas vraiment le quotidien du business developer. Le côté stratégie, c'est peut-être un petit peu plus le quotidien du directeur ou de la directrice commerciale, du head of sales, voire des fondateurs, du management, mais c'est pas vraiment le quotidien du sales et des business developers. C'est un métier qui est plus opérationnel. Évidemment, après, une fois que vous avez plus d'expérience, là, vous allez aller sur la partie un peu plus stratégie du coup, mais la partie business développement, théoriquement, il y a un petit peu cette partie stratégie go to market dans la réalité des faits, pas du tout. Voilà, quasiment pas, vraiment à peine. Hem, donc en tant que business développeur, sur la partie business développement, normalement, donc vous avez ce volet-là, mais je dirais que c'est à peine 5 du temps au quotidien, donc vraiment très réduit et vous avez surtout et beaucoup la phase du coup de prospection et de qualification des opportunités. Comment ça se passe? Pour en parler un petit peu après, mais l'idée c'est de choisir une cible de clients, de, faire des hypothèses par rapport à des canaux d'acquisition que vous pouvez utiliser comme, si on en liste, plein, ça peut être, du social selling, ça peut être de l'envoi d'emailing, ça peut être des appels, ça peut être, des salons, ça peut être du porte-à-porte, ça peut être plein de choses, vous voyez? Et donc du coup, le business developer, il va être responsable de créer et d'exécuter ces séquences de prospection et de qualifier après les leads et dans un monde idéal, dans la théorie, il va après passer les belles opportunités, les bonnes opportunités à des sales qui, eux, vont être purement sur le rendez-vous client. Ça, c'est dans la théorie. On a les business développeurs qui sont un petit peu avant les sales. Du coup, dans la pratique, quand vous regardez les offres d'emploi sur Welcome to the Jungle, sur tous les job boards que vous pouvez trouver, en fait, dans la pratique, c'est quand même très, très mélangé, entre guillemets. Il y a pas beaucoup de différence entre les deux. Voilà. Et typiquement, un business developer, un sales, la plupart du temps, est responsable de toutes les étapes du cycle de vente. Donc, certes, il va choisir au début une cible. Donc, c'est la partie un petit peu de stratégie. Par exemple, il va choisir des messages qu'il va utiliser pour adresser du coup cette cible. Et derrière, surtout, il va être responsable d'exécuter les séquences de prospection qu'il a créées, de faire les rendez-vous clients et de transformer ces opportunités, ces meetings clients, en clients qui ont signé tout simplement le contrat. Voilà. La partie après de fidélisation, normalement, elle est plus sur le volet account management, sur les account managers. En revanche, si vous voyez que dans une entreprise, il y a que des business developers et qu'il n'y a pas d'account manager, bah, ça veut dire qu'en fait, ce rôle d'account management est confié au business developer. Donc ça, c'est un truc qui est toujours hyper intéressant à faire, d'aller sur LinkedIn, de repasser sur la liste des employés de l'entreprise à laquelle vous vous intéressez et du coup de voir quels sont les différents rôles, quels sont les différents métiers que vous pouvez trouver. C'est hyper intéressant, ça va vous permettre du coup de bien comprendre l'organisation du coup de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, il manque à peu près 30 000 profils sur ces rôles. Pourquoi ça? Bah, pour échanger tous les jours avec des head of sales, avec des recruteurs, avec des fondateurs, des dirigeants d'entreprise qui veulent recruter des sales et des bons business developers et qui du coup s'intéressent à YouMind pour ça, pour pouvoir être mis en relation après avec les personnes qui font nos bootcamps, parce que ça fait partie de notre proposition de valeur, évidemment, vis-à-vis des YouMinders, du coup, de les matcher avec ces talents. Bah, ce qui ressort dans la bouche de ces recruteurs qui nous contactent et avec qui on échange, c'est j'ai pas de mal à générer des candidatures, à avoir des candidatures sur mes rôles. En revanche, dès que je fais passer des entretiens, le niveau est très, très
très faible. On dirait que les candidats n'ont pas réalisé que l'écosystème s'est vraiment professionnalisé et qu'être sales, être business developer, c'est avant tout maîtriser des compétences techniques, des savoir-faire techniques sur de la vente, sur de la prospection, sur du rendez-vous client, sur la partie de data, de données commerciales au début, sur la phase après même d'accompagnement, de fidélisation. Et en fait, les candidats ne maîtrisent pas ça. Donc, quand on fait des role-plays, quand on fait des petits tests techniques qui pourtant ne sont pas très compliqués du coup en entretien, bah, en fait, les candidats ne maîtrisent pas des règles basiques de vente et ça fait que en tant que recruteur, bah, on est très frustré parce que du coup, bah, quand on a ces candidats en face de soi, au début, on se dit c'est bien, il y a quelqu'un où il y a peut-être il y a de la vie, il y a du potentiel. Mais en fait, derrière, dès qu'on va un petit peu sur la partie technique, bah, il n'y a plus personne et on a beaucoup de mal à recruter du coup les bons profils. Si vous savez le nombre de fois où j'ai eu des contacts après que des Huminders aient postulé dans les entreprises et du coup les directeurs commerciaux et les fondateurs nous contactaient en nous disant oh là là, j'ai passé des entretiens avec ces candidats, je voudrais absolument du coup pouvoir rencontrer d'autres personnes de chez vous. Ça arrive très fréquemment. Pourquoi? Parce que bah, encore une fois, vous avez, et ça c'est une statistique qui est intéressante, vous avez 75% des commerciaux qui déclarent avoir été mal formés aux fondamentaux de la vente. Donc il y a un biais parce qu'à la différence d'un métier technique comme par exemple, si vous voulez devenir web développeur ou data scientist, ou en fait, si vous vous mettez sur le poste, vous n'allez rien pouvoir faire en entretien ou lorsque vous serez en poste. Business developer, il y a un peu plus de gens qui passent du coup à travers les mailles du filet. Pourquoi? Parce que bah, voilà, ils ont du charisme, ils ont des soft skills et du coup, il y a des personnes, des recruteurs qui en général, ils connaissent pas grand-chose parce que souvent, ils ont fait un parcours d'ingénieur et ils voient quelqu'un qui arrive avec sur le CV une école de commerce, ils se disent ah, il a fait une école de commerce, c'est bien, il va savoir vendre. Du coup, je vais pouvoir le recruter et lui donner les clés du camion. Voilà. Hem, donc ça, c'est quelque chose qui nous est remonté du coup tous les jours par ces personnes et c'est ce qui explique aussi, bah, cette espèce de pénurie qui est qu'en fait les candidats ont du mal à se rendre compte que, bah, derrière le poste de sales, de business developer, il y a des vrais savoir-faire qui sont attendus et encore plus dans l'écosystème, SaaS, mais je reviendrai un petit peu sur ça après. Pourquoi est-ce que du coup il y a ce mismatch? Pourquoi est-ce qu'il y a cette inadéquation? Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage entre d'un côté ce que les entreprises pardon, souhaitent recruter et d'un autre côté, ce que les talents ont à offrir. Mais en fait, ce décalage, il y a une raison qui est simple derrière, c'est que c'est un écosystème qui a beaucoup, beaucoup évolué et qu'en fait, aujourd'hui, le sales, du coup, et l'ensemble des pratiques sales sont en train de vivre la même révolution que le marketing a vécu, du coup, il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Aujourd'hui, quand on fait du marketing, on parle plus que de chiffres, de données, d'analyse et de ROI. On veut absolument tout mesurer. C'est le tracking, c'est les cookies, c'est vraiment la granularité dans la donnée, c'est la capacité à produire des analyses qui vont vraiment permettre d'analyser le retour sur investissement des dépenses en marketing qu'on fait. Ça, cette révolution, le marketing l'a vécu et continue de la vivre aujourd'hui. On parle plus que de ROI. Il y a peut-être une trentaine, une quarantaine d'années, en marketing, on allait saupoudrer des budgets sur de la radio, de la télévision, du print, tout un tas de canaux publicitaires un petit peu traditionnels. Et puis, voilà, on essaie de détecter un petit peu des hausses, des baisses dans les ventes de l'entreprise. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, on va vraiment mesurer l'efficacité de chaque euro investi sur chaque canal. On va traquer à chaque fois le plus possible l'efficacité du coup de ce qu'on a entrepris. Aujourd'hui, le sales est en train de vivre la même révolution. Du coup, c'est un truc qui est hyper intéressant du côté des candidats, donc du coup de votre côté. Pourquoi? Parce que on a une explosion de la donnée disponible, on a une explosion de la personnalisation qui est possible de son approche sales. Et la bonne nouvelle de cette personnalisation, c'est que ça permet de se concentrer sur là où on va avoir le plus de valeur en tant qu'humain. Et enfin, on a une explosion aussi de tout ce qui est automatisation et de tout ce qu'on peut du coup déléguer à des robots et à des machines plutôt que de faire soi-même des tâches qui peuvent être assez fastidieuses. Voilà. Donc en fait, vous avez cette révolution aujourd'hui qui est en train de d'éclore du coup sur ce volet sales. Il suffit de voir un petit peu ce qui se passe du coup sur le web, des interviews, etc. Et bah, c'est hyper intéressant pour vous parce que ça veut dire que si vous êtes un petit peu aux avant-postes de cette révolution, ça va vous permettre d'avoir plus de facilité évidemment à vous placer et ça va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats que des personnes qui vont faire ce choix évidemment dans 5 ou 10 ans. Voilà. Ce qui vient corroborer du coup aussi ce constat, je vous ai mis un petit article du coup qui remonte déjà à 2018, du coup qui a 3 ans, d'un des plus grands cabinets de conseil en stratégie du coup qui existe et qui a publié un article sur la science du B2B sales, donc la science de la vente B2B et qui explique que les entreprises qui ont adopté une approche scientifique de la vente, pour info, c'est notre motto chez Human School, Say the science, not magic. Cet article montre qu'il y a une étude derrière, évidemment, qui montre que les entreprises qui ont adopté une vision scientifique de la vente
génèrent des profits qui sont 40 plus élevés du coup que les autres entreprises. Et ça, c'est un article que je vous invite évidemment à aller voir dès que vous aurez fini ce webinaire avec moi. Ça va se manifester, cet aspect scientifique et ces changements fondamentaux de plein de manières différentes. Beaucoup de nouveaux outils, du coup, qui sont basés à nouveau sur la data, la personnalisation, l'automatisation, beaucoup de nouvelles technologies au sens large. Pour ça, je dirais un mot évidemment sur tout ce qui est le paradigme, l'écosystème SaaS, donc Software as a Service, du coup, qui va être caractérisé par un, le fait que les logiciels, les solutions que vous achetez aujourd'hui ne sont plus stockés sur vos propres serveurs, sur votre ordinateur, mais tout ça, c'est stocké dans le cloud. Donc évidemment, vous avez besoin d'une connexion Internet, mais le gros avantage, c'est que ça peut se mettre à jour tout seul. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de racheter votre solution tous les 3-4 ans parce qu'elle est devenue obsolète. Et cette chose-là, en fait, ça s'accompagne d'un changement finalement de business model puisque vous allez avoir des systèmes d'abonnement, vous allez avoir un système où les entreprises vont de plus en plus délaisser l'ancien modèle où vous achetez une solution 10 000, 100 000, plusieurs millions d'euros et vous saviez que vous allez pouvoir compter cette solution pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, en fait, tout se fait par un mécanisme d'abonnement, de licences qui sont mensuelles ou annuelles et ça crée une récurrence qui est très intéressante du point de vue du coup des entreprises et d'un point de vue financier. Pour vous donner un exemple, euh, dans, dans une industrie traditionnelle, vous avez une valorisation d'une entreprise qui fait du service, donc qui fait des ventes principalement en one shot. Vous avez une valorisation de l'entreprise qui est à peu près autour de 0,7 fois le chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une entreprise qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près en moyenne, la valorisation du coût de l'entreprise, ça va être autour de 7 millions. Lorsque vous avez une entreprise qui vend par abonnement, donc typiquement du logiciel, et que ces abonnements, enfin voilà, avec des licences mensuelles et annuelles, vous avez pour la même valeur, enfin pardon, pour le même chiffre d'affaires de l'entreprise, donc 10 millions d'euros, vous avez une valeur qui est de 20 millions d'euros. Donc vous voyez, ça fait une vraie différence. Et pourquoi? Parce que ça crée une forme de sécurité, ça crée une forme de finalement cette prédictabilité des revenus de l'entreprise permet d'anticiper énormément de choses et ça permet d'être beaucoup plus fin du coup dans son pilotage dans comment dire, la gestion de sa société. C'est pour ça que c'est aussi valorisé, ce système d'abonnement. Et on est en train de switcher, on a même déjà énormément avancé dans cette transition, mais d'un système où du coup, en termes de business model, on avait effectivement des ventes en one shot vers un système avec des abonnements. Et ça, c'est vraiment voilà, un changement de paradigme très important. Ce qui est très important aussi et qui change énormément le quotidien des sales et des business développeurs, c'est que du coup, en fait, vous êtes sur une logique qui est beaucoup plus une logique de vente consultative et d'accompagnement de votre client que dans une logique de vente one shot. Donc en fait, ça a clairement changé le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs au détriment des vendeurs et en faveur du coup des acheteurs, puisque du coup, si en tant qu'acheteur, le vendeur vous a raconté un petit peu n'importe quoi au moment de vous vendre cette solution, en fait, vous allez pouvoir tout simplement quitter cette solution, cet abonnement beaucoup plus rapidement que si vous aviez pris pour 3 ou 4 ans et que vous aviez déjà donné tout votre argent. Voilà. Donc c'est des concepts qui sont très importants, qui vont changer encore une fois le quotidien d'un sales, d'un business developer. C'est d'autant plus important que en tant que sales, en tant que business developer, maintenant, vous avez quelque chose autour de vous qui s'appelle Internet et qui fait qu'il y a énormément d'informations disponibles pour les acheteurs, du coup. Donc voilà, vous avez un rapport de force qui est beaucoup plus équilibré entre ces deux parties et c'est aussi intéressant, évidemment, à savoir. Voilà. Maintenant qu'on a un petit peu posé, du coup, ce contexte, je vais pouvoir vous montrer à quoi correspondent finalement chacun de ces métiers. Je vous invite vous regarderez, on a créé, voilà, pour des personnes qui veulent avoir aussi un petit peu une vision par écrit, on a créé un lexique, du coup, sales et développement. Si vous tapez lexique sales sur Google, besoin de taper rien d'autre, vous allez tomber dessus. Et donc, on va y arriver maintenant. À quoi correspondent effectivement ces métiers? Je vais prendre l'exemple d'Algolia. Algolia, on a aussi une Charlotte, une alumni qui est là-bas. Algolia, c'est une très belle société tech française, très B2B, donc évidemment pas très connue de la part du grand public. En fait, ils concurrencent Google sur le search, mais non pas à destination des particuliers comme vous et moi, mais à destination des entreprises. Typiquement, si vous allez sur le site internet de Decathlon et que vous tapez vélo noir, en fonction de l'endroit où vous habitez, est-ce que vous habitez en ville ou à la montagne, en fonction de votre âge estimé, en fonction de votre sexe estimé, en fonction de tout un tas de critères, évidemment, la pertinence des résultats qui va apparaître
jouent un rôle clé puisque personne ne va les voir en page 2. Tout se joue sur les 3-4 premiers résultats d'une page et bah, Algolia permet de mettre les meilleurs produits en haut de cette liste. Vous vous rendez compte quand vous voyez la taille absolument colossale, gigantesque de l'industrie du e-commerce, bah, une solution comme celle-ci, elle va éviter à la Fnac, peut-être pas Amazon, parce qu'eux, je pense qu'ils l'ont fait eux-mêmes, mais voilà, à tout un tas de très, très grands e-retailers, ça va leur éviter d'avoir à développer une solution en interne, ce qui est extrêmement compliqué. Bah, Algolia fait ça et du coup, vous allez retrouver 4 équipes. Enfin, d'abord, il y a 4 besoins clés chez Algolia aujourd'hui. C'est, d'un point de vue commercial évidemment, c'est se rendre visible, générer des leads. Donc des leads, c'est des prospects, c'est vraiment synonyme. Générer des leads. Un lead, ça peut juste être un prénom, un nom et un titre peut-être et une entreprise, hein. Ça peut être tout à fait, heu, Sonia, Martin, Decathlon et peut-être un email. Vous voyez, ça, c'est un lead, hein, c'est un prospect, du coup. Donc, c'est la deuxième mission, ça va être de générer des leads. Après, signer les clients, donc convertir les leads en clients et après, élever ces clients. Élever, c'est un mot un petit peu voilà, biaisé. On va plutôt parler de développer les ventes, du coup, de ce client. Bah, bref, à chacun de ces objectifs correspond une équipe que vous allez retrouver. Vous allez avoir une équipe marketing, vous allez avoir une équipe business development, une équipe sales, une équipe pardon, account management. Et vous voyez, j'ai mis amont, aval parce qu'en fait, ça va reprendre du coup les différentes étapes d'une vente, voilà, de manière assez chronologique le process de vente, du coup, entre le moment où bah, vous faites vos premiers efforts pour arriver à développer vos ventes et le moment où vous avez effectivement déjà bien conclu ce process. Si on prend du coup ce déroulé chronologique, on peut le présenter d'une manière assez similaire. Vous voyez, si je prends ces blocs-là et que je les tourne et que je les mets de manière un petit peu verticale, donc que je mets l'amont tout en haut et l'aval tout en bas, et que je le représente, je peux le représenter de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, si je prends l'exemple, par exemple, de la Fnac ou de Decathlon ou de peu importe, n'importe quel site de e-commerce, mais c'est aussi valable pour n'importe quelle solution autre que du e-commerce, hein. C'est valable en fait pour n'importe quelle activité, puisque maintenant la plupart des activités ont des sites internet et votre but, ça va être de convertir les visiteurs en clients. Bah, en fait, vous avez ce fameux tunnel de vente, ce fameux entonnoir qu'on appelle en anglais du coup sales funnel. Parfois, enfin même très souvent, les sales et les développeurs vont parler de leur pipe. Pourquoi? Parce que bah, c'est leur pipeline d'opportunités. Donc, tout le monde simplifie et parle juste de pipe. Bah, en fait, vous avez du coup, ça, c'est une représentation qui est un petit peu la représentation que chaque sales, chaque développeur a sous les yeux en permanence, où vous avez finalement votre liste d'opportunités, vos prospects, les deals, les dossiers sur lesquels vous travaillez, qui sont représentés de cette manière-là, avec une manière qui est un petit peu chronologique où bah, au début, vous avez par exemple 50 prospects dans votre logiciel, dans votre représentation de votre process commercial. 50 prospects, c'est par exemple des personnes qui vous ont dit OK pour un rendez-vous client. Donc, vous avez dans le mois qui suit 50 rendez-vous clients de prévus. Après, vous avez potentiellement 20 rendez-vous client numéro 2. On aurait pu ajouter une étape intermédiaire, évidemment, entre prospect et client. Du coup, on pourrait imaginer que là, ici, on va le faire ensemble. On pourrait imaginer que là, ici, vous avez effectivement 50 prospects, parce que vous avez fait un premier rendez-vous client, et on pourrait très bien imaginer que ici, du coup, là, vous avez 20 prospects. Ça veut dire que vous avez effectivement une déperdition, ce qui est tout à fait normal entre votre premier rendez-vous et votre deuxième rendez-vous. Et après, alors ça, enfin, c'est ce que je vous souhaite évidemment, mais du coup, vous avez 20 prospects et vous allez peut-être en convertir seulement un quart. Du coup, donc vous allez convertir 25%, vous allez convertir 5 clients. Vous voyez, cette vision, on va l'avoir en permanence. Je pourrais même vous montrer du coup un petit exemple tout de suite. Vous allez voir, hop, je vais vous trouver ça pour que vous voyez à quoi ça ressemble du coup un pipe, parce que c'est hyper intéressant de voir ça. Et je vais prendre l'exemple d'un CRM qui s'appelle du coup HubSpot. Et je vais me remettre du coup en partage d'écran. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir ça. Hop, partager l'écran. Donc là, vous avez ça, c'est un des principaux CRM que vous pouvez retrouver du coup en tant que sales, en tant que business developer. Vous avez aussi, vous connaissez peut-être Salesforce. Du coup, j'aurais pu prendre le même exemple, ça va fonctionner exactement de la même manière. Et si je vous montre du coup un exemple de pipe, un exemple de représentation vue au quotidien du coup par des sales, par des business developers, et ben vous voyez, ça ressemble à peu près à ça. Le nombre d'étapes que vous avez ici va représenter votre process commercial. Du coup,
pouvez évidemment faire glisser, ça c'est des deals, c'est des transactions, vous pouvez les faire glisser d'une étape à l'autre. Votre but, c'est de les faire toutes glisser si possible vers la droite. Évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Vous avez un contact, par exemple, qui est rattaché à une transaction. Vous avez aussi la valeur de la transaction. Tout ça vous permet de faire plein de statistiques après qui sont hyper intéressantes. Et comme vous pouvez le voir ici, appointment, ça veut dire un rendez-vous. Donc, ça veut dire que ça, c'est les opportunités où il y a un rendez-vous qui est programmé, qui est prévu. Ça, ce sont toutes les opportunités où il y a un rendez-vous qui a déjà été fait. Du coup, ça, c'est une étape où buyer journey, où ça veut dire que voilà, j'ai eu l'accord, j'ai eu la validation du prospect par rapport à certaines choses que je lui ai sans doute demandé. Et après, on pourrait tout à fait imaginer que l'étape ici, ce soit typiquement, bah voilà, fermer, gagner. Donc, ça veut dire un deal qui a été complété qui a été gagné. Voilà, évidemment, si c'était gagné, c'est-à-dire que juste à côté, il y a aussi une étape où il y a marqué deal perdu. Ça, c'est celle où vous voulez absolument jamais arriver, évidemment. Donc, ce qui est intéressant, et je vais revenir dessus, c'est que vous voyez, vous avez ici 32 deals dans cette étape, 21 ici, 19 ici. Je me doute qu'à droite, ce serait par exemple 15 et puis encore après, peut-être 5 clients gagnés. Voilà. Si je vous montre ça, c'est que je vais revenir, bien sûr, sur mon petit entonnoir, c'est que ça reprend ce qu'il y a ici. Vous voyez, cette espèce de décroissance que votre but, bah, c'est de faire avancer finalement vos opportunités jusqu'au bout. Le bout, c'est les clients, voire les clients fidèles, voire les ambassadeurs. Ça dépend un petit peu de votre process commercial et de ce que vous avez envie de faire du coup avec vos clients. Voilà. On va retrouver différents métiers correspondant aux différentes étapes de la vente, du coup. Typiquement, au début, on est un peu plus sur la partie marketing. Ça ne me concerne pas aujourd'hui, donc je vais aller très vite dessus. Marketing, c'est gagner en visibilité, en notoriété, faire en sorte qu'il y ait des personnes qui potentiellement pensent à vous lorsqu'elles ont envie d'acheter un outil de search pour leur entreprise, ou des personnes qui pensent à vous lorsqu'elles ont envie d'acheter un logiciel de comptabilité en ligne, par exemple. Donc ça, c'est le job du marketing. On va faire des webinars, comme moi aujourd'hui. On va faire du contenu, on va faire du SEO, on va faire de la publicité payante, etc., etc. Vous avez aussi un volet qui est assez intéressant, partenariat ici, où on va essayer de chercher des prescripteurs, on va développer les ventes de manière indirecte. Est-ce que c'est un prescripteur? C'est quelqu'un qui vend votre solution à votre place moyennant une commission, tout simplement. Un exemple de prescripteur, ça va être des cabinets de conseil qui vont prescrire votre solution à leurs clients parce que c'est des demandes qui remontent de leurs clients en mode voilà, je voudrais digitaliser telle ou telle activité chez nous, qu'est-ce que vous me conseillez comme solution qui existe? Et puis voilà, quand ils conseillent des solutions, ils vont prendre une petite commission qui est méritée, évidemment. Hem, 2e volet qui, là, nous concerne directement, c'est la partie business development, du coup. Vous voyez, on va retrouver les postes de SDR, de BDR, de business developer. SDR, ça veut dire Sales Development Representative. BDR, ça veut dire Business Development Representative. À ne pas confondre les deux et surtout ne confondez pas BDR avec Business Developer. BDR n'est pas, j'adore faire cette question piège, BDR n'est pas l'acronyme de Business Developer, même si ça y ressemble pas mal. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'il y a une chose qui est un petit peu difficile comment dire, à garder en tête, c'est qu'en fait, il y a une définition qui est théorique et il y a une définition qui est un peu plus pratique. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la définition pratique. Dans la théorie, du coup, SDR et BDR, c'est différent. Dans la théorie, SDR se concentre davantage sur les leads entrants, sur ce qu'on appelle de l'inbound, du coup, donc des leads, des prospects entrants, des demandes entrantes, typiquement quelqu'un qui est venu sur votre site web, qui était attiré par un webinar ou un podcast et qui, du coup, fait une prise de contact. Normalement, un SDR est en charge de qualifier les besoins de ces opportunités avant de les passer à un sales plus expérimenté. Et à nouveau, dans la théorie, le BDR fait que de la outbound, il fait que de la chasse, il va créer, exécuter des séquences de prospection. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, en France, SDR est vraiment confondu avec BDR. On est sur la création et de l'exécution de séquences de prospection. On est sur un rôle où, en général, vous avez entre 22 et 28-30 ans. On est sur un rôle qui est la porte d'entrée idéale pour rejoindre la tech sur les métiers commerciaux. On est sur un rôle qui est extrêmement important et qui est considéré en tant que tel par les entreprises, puisqu'en fait, vous êtes vraiment vous êtes à la pointe de l'attaque de l'équipe commerciale, vous êtes un petit peu son fer de lance, c'est vous qui allez détecter des opportunités. Évidemment, vous êtes accompagné, formé et managé aussi pour faire ça, mais du coup, en fonction de la qualité de votre travail, c'est ce qui fait que derrière, on va pouvoir, si je reviens ici, avoir des nouveaux prospects qui vont arriver, alors peut-être des visiteurs, mais qui vont à peu près arriver à cet endroit-là. Voilà. Et donc, en tant que SDR, BDR, on va vous demander, par exemple, vous allez être évalué sur la création et l'exécution de séquences de prospection, vous allez être évalué sur votre capacité à parler, à déclencher des conversations avec
les interlocuteurs. Typiquement, on va vous dire, voilà, nous, aujourd'hui, on a une trentaine de clients qui sont des entreprises dans le domaine de la logistique et du transport, qui sont des entreprises de 20 à 500 personnes. On a une trentaine de clients. Le marché total en France, c'est un peu plus de 300 entreprises qui correspondent à ce critère-là. Il faut qu'on aille chercher les suivants. Voilà, et donc vous faites ce rôle, vous le faites pendant un an et demi, parfois ça peut durer 2 ans. Votre but, c'est à nouveau d'aller chercher ces opportunités, commencer à les qualifier. Vous pouvez continuer parfois à faire les autres rendez-vous clients une fois que vous avez détecté une opportunité et que vous allez la passer du coup à une personne plus expérimentée. Ça dépend des entreprises. Parfois, on vous dit: «Voilà, effectivement, c'est un petit peu la récompense évidemment». On vous dit: «OK, bah, tu vas venir au rendez-vous client». Vous n'allez pas faire la négociation, vous n'allez pas faire le closing à proprement parler. Vous pouvez y assister en tant qu'observateur, mais vous allez être surtout évalué et responsable de détecter ces opportunités. C'est un rôle qui est extrêmement important, c'est un vrai pouvoir magique pour plein de raisons, parce que si après vous voulez devenir entrepreneur, vous avez appris à générer des meetings clients, ça c'est quand même essentiel et extrêmement important. C'est également extrêmement important puisque, bah, le fondement même d'une équipe commerciale, d'une organisation, c'est de faire des ventes, c'est d'aller chercher des nouveaux clients, et pour ça, après si vous souhaitez devenir manager, si vous souhaitez devenir directrice ou directeur commercial, vous avez besoin de savoir le faire. Pourquoi? Parce qu'une très grande partie de votre job, ça va consister justement à recruter et à former ces personnes. Donc si vous ne l'avez pas fait vous-même, vous allez être évidemment un petit peu moins crédible au moment de devoir faire vos missions. Voilà. Ça, c'est sur le SDR, BDR et la différence entre la définition qui est un peu plus théorique et la définition du coup qui est un peu plus pratique. Le business developer, du coup, qu'est-ce qu'il fait? C'est un rôle qu'on va retrouver dans des startups de moins de 50 ou 60 personnes. Une fois que l'entreprise dépasse ce stade-là, c'est un rôle qui est splitté, qui est divisé en différents rôles. Je reviendrai dessus un petit peu après. Donc business developer, on est sur des startups qui sont assez jeunes, qui font, voilà, qui ont levé potentiellement quelques millions d'euros, voire quelques centaines de milliers d'euros, mais on n'est pas sur des entreprises du coup, qui font, 100 ou 200 personnes la plupart du temps. C'est quand même rare, parce qu'il y a un moment où les rôles sont segmentés. Développeur, on est sur un rôle qui est légèrement plus senior que SDR, BDR. On est sur un rôle de très responsable de tout le cycle de vente. Donc non seulement vous allez être comme le SDR et le BDR, détecter les opportunités, mais vous allez aussi aller en meeting client, les convertir et parfois même faire la fidélisation. Donc en fait, c'est plus généraliste, c'est plus général. Donc aussi, il y a plus de variété, ça c'est sûr. Après, évidemment, c'est plus difficile parce que du coup, vous pouvez vite vous y perdre si vous n'êtes pas hyper organisé. Parce que concrètement, tous les jours, il faut que vous fassiez un peu de prospection, un peu de rendez-vous client, un peu de data, de stratégie et un petit peu de fidélisation. Donc en fait, vous pouvez avoir des journées qui sont assez longues. C'est très intéressant, mais ça demande vraiment beaucoup de compétences, beaucoup de qualités parce que derrière, on va vous attendre, vous allez devoir être efficace sur plein de sujets différents. Les meilleurs sales sont ceux qui maîtrisent la loi de Pareto le mieux possible. Donc, 80 de mes résultats sont drivés par 20 de mes efforts. Bah, si vous voulez devenir business developer et que vous voulez avoir un rôle de business developer généraliste, vous avez intérêt à être assez familier et en tout cas à vouloir devenir les maîtres de cette loi de Pareto parce que concrètement, il va falloir apprendre à bien prioriser du coup vos actions et vos tâches. Si vous commencez à vous perdre pendant un mois sur une mauvaise verticale de clients et que vous vous rendez compte que ça n'a pas du tout avancé, on va dire que vous allez frotter les murs de manière un peu plus, voilà, un peu plus, comment je pourrais dire ça? Un peu pas gênante, mais bon, vous m'avez compris quoi, ça va être un petit peu plus chaud pour vous. Alors, sur les et donc alors j'ai mis business developer ici, mais je le précise quand même, business developer, enfin je l'ai dit juste avant, hein, mais est vraiment très souvent mélangé avec sales du coup. Normalement dans la théorie, on a un peu plus sales égale à compte exécutive. Sales, on est vraiment sur la partie closing, mais ça, encore une fois, ça se retrouve pas tout le temps. Le rôle d'account exécutive, on est sur un rôle de sales senior, on est sur un rôle de SDR, BDR ou de business developer qui aurait fait, allez, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, qui aurait été promu. Voilà. À compte exécutif, c'est une promotion. Vous avez entre 27 et 40 ans. C'est un rôle que vous allez faire pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans. Ça dépend aussi des entreprises. Et on est sur un rôle senior où la plupart du temps, dans à peu près 70 du temps, on va vous demander de faire que du rendez-vous client. Vous allez avoir des journées remplies de rendez-vous clients, vous allez faire de la négociation et du closing. Évidemment, c'est extrêmement stratégique, donc on va confier ce rôle-là à des personnes qui ont déjà un peu un track record, qui ont déjà un peu de l'expérience commerciale. Si vous n'avez pas d'expérience commerciale, vous n'allez pas pouvoir du coup démarrer directement sur un rôle d'account exécutif. Voilà. Il y a des entreprises qui vont vous demander seulement 1 an, 2 ans d'expérience pour devenir account exécutif. Il y a des entreprises qui vont vous demander 6, 7, parfois 8 ans d'expérience, y compris parfois une expérience sectorielle auprès de tel ou tel interlocuteur, voire parfois d'arriver carrément avec un carnet d'adresses déjà. Vous voyez? Donc ça dépend bien sûr des entreprises. Si c'est une petite startup, ils vont vous demander peut-être 1 an d'expérience, 1 an et demi. Si c'est une
grosse startup, une scale-up. Je pense par exemple à toutes les entreprises que je vous ai indiquées là, un petit peu plus haut depuis le début, des entreprises à la Alan, à la Spendesk, à la Miracle. Ça, c'est des entreprises que nos alumni ont rejoint. Du coup, c'est pour ça que je les ai mis ici. Toutes ces entreprises-là, quand vous les rejoignez sur des postes d'account exécutive, quand c'est des scale-up, des entreprises de plus de 70, 80, 100 personnes, on va vous demander d'avoir déjà de l'expérience commerciale, du coup. Donc, à compte exécutive, vous avez compris, un rôle plus expérimenté, mais ce qui est aussi un petit peu marrant, c'est que la compte exécutive fait aussi souvent, enfin, fait parfois aussi, enfin, voilà, dans à peu près 30 des cas, il fait de la prospection encore, mais sur des comptes qui sont des comptes stratégiques. Donc là, vous allez me dire, et vous aurez tout à fait raison, OK, mais il n'y a plus vraiment de différence entre business developer et la compte exécutive, puisque les deux sont responsables de tout ce qui est vente, les deux font de la prospection dans ce cas-là. Et ben, je vais vous dire oui, exactement. C'est pour ça que souvent, on peut un petit peu mélanger business developer, sales, account exécutive. Ce qui va faire une différence, ça va être le niveau de salaire, par exemple. Si vous voyez un rôle d'account exécutive avec un salaire fixe, alors je ne parle pas du variable, mais un salaire fixe à 35 000 euros annuels brut, ce qui est bas pour un account exécutif, bah, vous êtes vraiment sur un poste junior. Et à côté de ça, vous pouvez tout à fait avoir un poste de business developer avec un salaire fixe annuel à 45 000 euros. Et on est sur un poste de business developer qui est vraiment bien payé avec un fixe élevé, du coup, pour un poste de business dev. Et dans ce cas, bah, sans doute un niveau de seniorité attendu qui est plus élevé que ce poste d'account exécutif. Donc un petit peu contre-intuitif, mais voilà, j'ai pas dit que j'allais résoudre non plus d'un coup de baguette magique tous vos problèmes au début de ce webinaire. Coaching, du coup, ça peut être quand même pas mal mélangé, que c'est une question de scope de responsabilité par rapport aux différentes étapes d'un cycle de vente. Et retenez aussi du coup que bah, les entreprises font un petit peu ce qu'elles veulent. Donc, si elles veulent faire de la prospection à un compte exécutif, c'est tout à fait leur droit. Vous ne pouvez pas les en empêcher. Vous avez aussi voilà, comment dire, des postes de sales où vous n'allez peut-être pas faire de prospection. Enfin, tout est possible, quoi. Sur le côté, typiquement sur le côté téléphone, il y a des rôles, alors la plupart des rôles de SDR, BDR, il y a du quotidien il y a du téléphone au quotidien. Quand je dis du téléphone, c'est des appels à froid. Ça peut être typiquement 2 sessions d'appels à froid de 45 minutes, ou c'est à peu près la moyenne, ou 2, ouais, c'est ça, 2 sessions par jour, du coup de 45 à 60 minutes, où vous allez appeler les prospects qui n'ont pas répondu aux étapes précédentes de vos séquences de prospection. Du coup, pourquoi? Parce que bah, vous voulez être sûr que cette liste que vous étiez constituée, vous en avez fait le tour. Et du coup, bah, la seule manière de faire, c'est d'appeler ces personnes et de se présenter du coup derrière comme un expert sur la problématique que vous résolvez et de demander si cette personne, c'est un interlocuteur, si c'est un problème pour elle dans son organisation aujourd'hui. Si ce n'est pas un problème, vous n'allez pas l'embêter plus longtemps, vous n'allez rien faire avec elle de toute manière. Vous n'allez pas convaincre quelqu'un qui a un problème là où il n'en a pas. Et en revanche, si la personne vous dit, écoutez, là, j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler, mais je vous confirme que chez nous, c'est un souci, cette chose-là. Bah, vous savez que vous avez peut-être une opportunité que ce soit un recontact du coup après, par téléphone, par email ou peu importe, vous allez peut-être avoir une porte d'entrée chez cette personne, évidemment, et voilà. Donc sur ce volet, par exemple, du téléphone, vous avez aussi des postes, des opportunités où il y a des entreprises, et il y en a beaucoup aussi, alors ça se rapproche un peu plus de la téléprospection, clairement, mais qui vont vous demander de passer du coup heu, plusieurs heures par jour au téléphone. Ça peut être, de devoir passer 150 calls, par exemple, c'est beaucoup, c'est usant, clairement, et dans ce cas, on n'est pas vraiment sur du sales, du business developer, on est un peu plus sur de la téléprospection. Mais du coup, il y a des entreprises qui vont quand même appeler ça, SDR, BDR, business developer ou ce que vous voulez. Voilà, donc gardez-le en tête. C'est des questions aussi évidemment à poser après, en entretien. Voilà. C'est un petit ravitaillement parce que là, je vais commencer à perdre ma voix doucement. Sur le rôle d'account manager, on est sur de la fidélisation. Du coup, concrètement, je vous ai dit que ce mot fidélisation, j'avais un petit peu du mal avec. En fait, on est là, c'est un métier qui est très, très, très commercial. On est là pour développer les ventes des clients. OK, on n'est pas là pour faire du nurturing, c'est pas du customer care, du coup. On est là pour développer les ventes. On est là pour aller, du coup, vendre davantage à un portefeuille de clients existants. À minima, assurer le renouvellement. Vous savez, on est beaucoup avec un système d'abonnement. Donc, à minima, surveiller la date de renouvellement et assurer ce renouvellement. Idéalement, du coup, vendre davantage. Du coup, ça peut être vendre davantage de la même solution, du même service. Ça peut être aussi vendre davantage des services complémentaires. C'est la différence entre l'upsell et le cross-sell. Upsell, on va vendre davantage de licences du même produit qu'on commercialise, et cross-sell, on va venir vendre par exemple des produits différents. Le Key Account Manager, c'est comme la M, mais il va se concentrer du coup sur des
compte clé. Et pourquoi est-ce que je vous ai mis du coup ces 3 rôles-là en rouge? C'est que, bah, typiquement dans les différentes étapes d'une vente, enfin n'importe quoi, ça va pas. Dans les différentes étapes, dans les différents niveaux de maturité d'une entreprise, du coup, vous allez souvent avoir au début que des business développeurs, puis après quand l'entreprise fait entre 20 et 50 salariés, vous allez avoir des business développeurs et des account managers. Et après, quand l'entreprise fait par exemple plus de 50-60 salariés, vous allez avoir ces 3 métiers SDR, BDR sur la détection d'opportunités, account exécutive sur le closing et account manager du coup sur la fidélisation. Voilà. Les qualités, ça c'est un point qui est clé. Je ne vais pas vous dire que tout le monde peut devenir sales, que tout le monde peut devenir business developer. Ce n'est pas le cas. C'est des métiers qui sont ouverts à tout le monde. Il n'y a pas vraiment de prérequis. Nous, on voit sur nos bootcamps, il y a des personnes parfois qui bossent, je vous ai dit, en communication. Si je reprends du coup l'image ici, Jean-René, il était en comptabilité. Samantha, elle était en vente, en boutique. Du coup, Sophie, pardon, elle était avocate. Grégor, il était développeur web. Fodé, il était à nouveau dans les métiers juridiques. Jessica, elle était ingénieure. Valérie, il était entrepreneur. Constance, elle travaillait en recrutement. Derrière, là, j'ai un petit peu du mal du coup. Est-ce que ce ne serait pas Nazim? Je crois qu'il était entrepreneur aussi. Thomas, il travaille dans l'immobilier du coup. Vous voyez, donc vous avez des backgrounds qui sont très différents. C'est des métiers qui sont ouverts à tout le monde, mais il faut quand même soit avoir ces qualités, soit avoir envie de les développer. Et quelles sont ces qualités? Le premier, c'est le tempérament commercial, c'est l'esprit de conquête. Je ne l'ai pas mis là, mais c'est ce que ça veut dire. C'est l'esprit de conquête, c'est avoir envie de faire bouger les choses. C'est l'abnégation, c'est la détermination, le goût du challenge, la pugnacité aussi. Je pourrais vous faire le dictionnaire de synonymes, il n'y a aucun problème. Et vous voyez, c'est cet esprit de conquête, en fait. Euh, le but, c'est de réaliser des ventes, c'est de vendre. Donc, c'est de conquérir des parts de marché. Du coup, donc, il faut avoir cet esprit de conquête. C'est un premier point, c'est important. Il faut avoir vraiment ce dynamisme, cette envie de faire bouger les lignes et tout simplement de tout faire pour atteindre ses objectifs. Voilà, c'est le premier point. Deuxième point, une fois qu'on a ça, il faut avoir des soft skills, il faut avoir une intelligence sociale, une intelligence humaine, il faut être capable de faire de l'écoute active, voire certains diront de l'écoute proactive. C'est un petit clin d'œil à un de mes collègues ici qui fait passer pas mal d'entretiens et qui est sales. Et vous voyez, donc avoir cette capacité à détecter des signaux faibles dans une conversation, à lire les émotions des autres personnes, à refléter les bonnes émotions, etc. etc. Donc ça, c'est assez clé aussi parce que c'est des métiers humains où vous êtes en contact tous les jours avec plein de gens. Donc vous avez besoin d'avoir accessoirement une communication qui est évidemment qui n'est pas trop clivante. Vous avez besoin de savoir bien communiquer, d'avoir un niveau de communication au-dessus de la moyenne. On ne demande pas de vous, vous ayez le charisme d'un acteur de cinéma, c'est pas du tout ça. Il y a des personnes, je ne vais pas les nommer, mais on a plein d'alumni qui n'ont pas du tout le charisme d'acteurs de cinéma, mais vous avez quand même besoin d'avoir certaines qualités de communication. Et c'est des qualités qui sont moins importantes si vous êtes sur des ventes complexes. Voilà. Gardez en tête que si vous êtes sur des ventes qui sont peu complexes et sur des ventes qui sont plus courtes, là, pour le coup, le côté dynamisme et qualité de communication va être encore plus important. Voilà. Dernière qualité, vous avez un rôle qui est clé au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise. Donc, vous avez besoin d'avoir envie ou d'avoir déjà de grandes qualités d'organisation et de rigueur. Ce n'est pas un métier pour tout le monde, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous avez des clients en face de vous, des prospects. Non seulement vous avez une mission qui est clé, sinon on ne pourra pas payer les gens dans l'équipe à la fin du mois si vous n'arrivez pas à faire vos objectifs. Mais en plus de ça, vous allez gérer beaucoup de sujets différents. Donc, vous avez besoin de travailler, d'avoir envie de travailler de manière organisée. Soit vous avez déjà ces qualités, soit vous avez vraiment envie de les développer, en fait. Et voilà, c'est des points qui sont essentiels. Si je devais en rajouter une dernière, est-ce que je la trouverais une dernière qualité non, je pense que je vous ai vraiment tout dit. Vous voyez, je pense que j'ai été assez exhaustif, du coup, par rapport à ce qui est attendu de vous sur ces métiers. Maintenant qu'on a vu ça, du coup, j'espère que déjà c'est plus clair. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Je prendrai un moment évidemment pour y répondre après. Je vais vous expliquer comment et pourquoi Human School peut vous aider justement à vous former sur ces métiers, sur ces missions au quotidien et comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on y arrive et quelles sont du coup finalement nos particularités dans cet écosystème tech et voilà, vous donner des exemples aussi évidemment de profils qui ont suivi ces bootcamps et qu'est-ce qu'ils ont réussi à accomplir après. Peut-être, j'aurais même pu démarrer par ça dès le début, mais comme je vous l'ai dit, je gardais ça pour la deuxième partie. Donc, YouMind, c'est
un peu plus de 600 profils qui ont été formés du coup en 2 ans et demi maintenant. On a des sessions qui sont limitées, donc sur nos différents programmes de formation, il y a un bootcamp à temps plein de 9 semaines, un bootcamp à temps partiel du coup de 12 semaines. On a des sessions qui sont limitées à 20 personnes sur le bootcamp à temps plein, des sessions qui sont limitées à 25 personnes sur le bootcamp à temps partiel et on a aujourd'hui un peu plus de 200 entreprises partenaires et clientes de Umind. Pourquoi? Parce que, notamment sur le bootcamp à temps plein, il y a beaucoup de personnes qui veulent décrocher des jobs de sales, de business developer et ce réseau de 200 entreprises, c'est toutes les entreprises dont j'ai pu vous parler aussi auparavant. On va mettre en relation du coup les talents, les Uminders, que ce soit avant le bootcamp, pendant le bootcamp ou même après le bootcamp, avec ces entreprises partenaires. On a un taux de satisfaction, du coup, à l'issue des formations qui est de 4,9 sur 5, c'est-à-dire que quand on interroge les personnes qui sortent de formation, je crois que c'est à peu près une semaine après qu'on leur dit de 1 à 5 quelle est la note que vous nous donneriez en termes de satisfaction par rapport à ce qui s'est passé sur les 9 ou 12 dernières semaines. On a une note qui est de 4,9 sur 5. Sur le bootcamp à temps plein, on a un taux d'emploi à 6 mois qui est de 100. Alors, on met 6 mois parce qu'il y a un accompagnement sur le papier qui est prévu pendant 6 mois. Dans les faits, on a un accompagnement qui est beaucoup plus long, en fait, puisque on a des personnes parfois qui reviennent vers nous 1 an et demi, 2 ans après et qui nous disent voilà, je voudrais changer de boulot. Est-ce que tu as entendu parler d'opportunités, etc. Donc, on va accompagner effectivement les personnes jusqu'à ce qu'elles décrochent un CDI. Ça, c'est clair, ça fait vraiment partie de notre proposition de valeur. On va déclencher des premiers entretiens RH entre nos startups partenaires et des personnes qui font nos bootcamps et le but, c'est d'en apporter le plus possible aux talents qui veulent faire ces bootcamps, du coup. Et en revanche, sur le taux d'employabilité en CDI, c'est quelque chose que j'aurais pu préciser aussi ici parce qu'on parle vraiment de CDI, on ne parle pas de stage, on ne parle pas d'alternance ou de choses comme ça. On a 100% du coup, sur les 12 derniers mois, on a 100% de placement en CDI à 6 mois. Donc ça, c'était pour quelques chiffres. En termes de formation, de programme auquel vous pouvez postuler, il y a un programme, comme je vous l'ai dit, à temps plein sur 9 semaines intensive. Donc, ça dure un peu plus de 2 mois. C'est un programme qui, non seulement a un accent évidemment très fort sur le volet compétences et savoir-faire technique de la vente, mais aussi bien sûr sur l'emploi, du coup, parce qu'on va vraiment déclencher des mises en relation pour ces personnes-là. Et après, on a une autre formation à destination des individus comme vous, qui est une formation à temps partiel sur 12 semaines, avec une proposition valeur qui est moins forte sur l'employabilité, parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'entrepreneurs, on a beaucoup plus aussi de personnes qui sont déjà en poste, qui veulent faire cette formation. Et c'est une formation donc, qui va durer 3 mois et qui va, en termes de format, avoir lieu en semaine A, le mardi soir et le jeudi soir pendant 3 heures à chaque fois, et en semaine B, le mardi soir et le samedi matin. Sur les 2 sessions, vous avez une prochaine date qui démarre en janvier 2022. Là, on a lancé 3 sessions du coup depuis début septembre et on est en plein en train de tout simplement, on est en pleine formation en ce moment sur ces sessions de septembre et d'octobre. On fait aussi des formations à destination des entreprises. C'est une grosse activité chez nous, ce qui est assez bénéfique, ce qui dégage pas mal de synergie avec les autres formations. Et donc, du coup, ces formations à destination des entreprises, c'est pour des équipes commerciales. On va parler avec des dirigeants, avec des directrices, directeurs commerciaux sur l'amélioration de la performance de leurs équipes. Sur les 2 bootcamps à temps plein, à temps partiel, ils vont suivre le même déroulé. Ils vont suivre la même trame, du coup, qui va reprendre les différentes étapes d'un cycle de vente. Donc, depuis la partie au début de stratégie go-to-market, on va en première semaine sur ces sujets-là. Après, il y a une partie évidemment sur la donnée commerciale, comment récupérer, organiser et nettoyer la donnée commerciale. C'est un petit peu le carburant de ce qui va être utilisé après sur les 2 semaines qui suivent, donc sur la création et l'exécution des séquences de prospection. Comment créer des séquences de prospection qui soient automatisées, qui soient personnalisées et qui soient les plus intelligentes possibles pour faire en sorte que sans quasiment rien à faire, vous ayez tout simplement des retours de personnes qui soient intéressées pour avoir des échanges avec vous et qu'elles puissent venir vous parler du coup de leurs challenges, de leurs problèmes et que vous, évidemment, vous découvriez leurs besoins pour que vous puissiez finalement arriver, parvenir à leur vendre votre solution. Donc ça, c'est les semaines 3 et 4 sur la création et l'exécution de séquences de prospection. Semaine 4, on est en plein dessus en ce moment sur la session de septembre. C'est une semaine sur l'appel à froid, comment générer des meetings clients en faisant de l'appel à froid. Et les semaines qui suivent, les 3 semaines qui suivent, c'est des semaines sur, du coup, le pitch, évidemment, le pitch, le rendez-vous client, comment est-ce qu'on le prépare, comment est-ce qu'on le cadre, comment est-ce qu'on le déroule, quels sont les différents scénarios auxquels vous allez avoir le droit en tant que, du coup, account exécutive ou business developer, si vous m'avez suivi. Si je vous dis SDR, là, vous devez vous dire, OK, ça va pas, mais j'espère que vous avez bien compris ça. Et après, sur la semaine qui suit, c'est une semaine qui est consacrée, du coup, au closing, donc sur les techniques de closing que vous utilisez pour convertir une opportunité en client.
Et la semaine encore après, c'est une semaine sur la fidélisation, l'account management, comment mapper un portefeuille de clients, comment développer des stratégies d'upsell et de cross-sell, comment faire des qualifications avancées également auprès de ces opportunités en portefeuille. Les 2 dernières semaines, donc là, j'ai pris le déroulé du bootcamp à temps plein, mais c'est le même déroulé, c'est juste qu'il y a des semaines qui sont évidemment, mises sur 2 semaines, mais c'est le même déroulé sur le bootcamp à temps partiel. Sur les 2 dernières semaines, qui sont des semaines en mode projet final, vous êtes en immersion dans des startups de station F. Du coup, l'idée, c'est que vous allez rejoindre ces startups qui sont des startups early stage et vous allez travailler sur des projets, des missions sales et business développement sous la supervision de nos sales coachs, avec pour objectif derrière de présenter vos résultats à l'issue de la formation, à l'issue des 9 semaines et que non seulement vous puissiez, avoir mis en pratique et avoir vérifié que tout ce que vous avez vu auparavant, vous l'avez bien intégré, vous êtes capable de le reproduire, mais en plus de ça, ça vous donne des résultats concrets et des vrais résultats, du coup, à pouvoir mettre en avant auprès des recruteurs lorsque vous faites les mises en relation avec les startups qu'on vous génère. Voilà. On a 3 parties pris pédagogiques qui sont clés chez YouMind. Le premier, c'est qu'on est la seule formation, vous pouvez regarder dans d'autres écoles, vous n'allez pas trouver ça. On est la seule formation qui fonctionne en apprentissage inversé. Donc, vous avez accès, du coup, au contenu des sessions avant les sessions et vous allez vraiment être sur des sessions, sur des séances de mise en pratique pendant le déroulé de la formation. Ça permet de gagner beaucoup en efficacité et en pédagogie pour faire en sorte que finalement, vous appreniez vraiment en faisant. On est, et c'est notre deuxième partie pris pédagogique, sur 70% de pratique et notamment de la pratique réelle. Donc, quand en ce moment, en semaine 4, les Huminders font de l'appel à froid, ils vont appeler de vraies personnes. Ils ne vont pas s'entraîner, chacun dans une pièce différente, à s'appeler et à jouer un rôle. Non, ils vont vraiment appeler de vrais prospects sous la supervision de nos coachs pour mettre en pratique les techniques et les méthodes qui sont justement en train de voir aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça demande d'être des petits groupes, ça demande d'avoir des entreprises qui vous font énormément confiance sur la qualité de ce que vous faites, évidemment, mais c'est ce qu'on a réussi à mettre en place. C'est ce qui fait que pendant les bootcamps, vous gagnez de la vraie expérience. Voilà. On a également un dernier parti pris pédagogique qui porte sur le feedback par les pairs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous vous auto-évaluez. Quand vous travaillez en groupe, vous allez évaluer les autres personnes du groupe et ce feedback, on vous le partage pour que vous puissiez comprendre quelles sont vos forces et comprendre quels sont vos axes d'amélioration pour pouvoir derrière vous dire, OK, il y a pas mal de personnes qui me disent que j'ai tendance à prendre des décisions sans forcément en parler trop autour de moi. OK, c'est un point sur lequel il faut que je fasse attention quand je vais devenir sales business developer dans quelques semaines. C'est quelque chose que j'aurai en tête et je vais me corriger par rapport à ça. Ou à contrario, je pensais que j'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup de qualité de communication. Je pensais que je n'arrivais pas forcément à me faire entendre par les autres personnes. Et en fait, j'ai des feedbacks de plein de personnes différentes qui sont que je communique bien et que justement, j'exerce une vraie influence au sein des décisions prises en avant. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Ça vous permet aussi de tout simplement de pouvoir progresser après en termes de soft skills, du coup, sur du travail en équipe. Parmi les entreprises que les YouMinders ont déjà rejoint, énormément, si ce n'est quasiment que des entreprises de la tech, évidemment, des entreprises d'énormément de secteurs, des entreprises dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du marketing, dans le domaine du recrutement, dans le domaine de l'immobilier, de la santé aussi, de l'influence, de la data, des chatbots, euh, du machine learning aussi. Il y a vraiment énormément d'industries, énormément de secteurs différents. C'est des entreprises qui font de 10 à plusieurs milliers de salariés avec une médiane qui est plutôt quand même autour de 60-70 salariés. On n'est pas sur des entreprises énormes la plupart du temps, même si ça arrive, on a quelqu'un, vous voyez, Oracle par exemple, mais on est quand même sur des entreprises en général qui sont de 50 à 100 salariés. La plupart du temps, on a des entreprises qui comptent que 5-10 salariés. Il y en a qui sont évidemment beaucoup plus grosses. Voilà. Donc ça, c'est des entreprises, pour la plupart, avec qui on travaille quasiment tous les jours. Il y a des alumni qui sont dans toutes ces sociétés. Évidemment, ça fait, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi tout un réseau, il y a une communauté du coup d'alumni qui est très forte. On se voit une fois par mois sur des drinks. On a évidemment un Slack dédié avec les 600 alumni qui sont dessus. Il y a énormément évidemment de connexions entre ces personnes et le but, c'est d'arriver à ce que ce réseau permette évidemment derrière de déclencher d'autres opportunités. Je compte plus à nouveau les Huminders des premières sessions il y a quelques années qui du coup ont rejoint d'autres Huminders dans leur propre dans de nouvelles startups et tout ça, ça a été déclenché évidemment par le réseau et par les personnes qui ont pu être rencontrées jusqu'à présent. Voilà.
Prochaine session sur le bootcamp et vous voyez, on est quasiment à l'heure, je vous avais dit 1 heure, il est 14 heures. Prochaine session, c'est janvier 2022, avril 2022, juin 2022. Il y a des sessions sous le temps plein, sous le temps partiel. Donc voilà, si c'est un projet qui vous intéresse, si vous avez envie évidemment, de devenir sales, de devenir développeur, continuez à vous renseigner, il faut postuler. C'est quelque chose que j'ai pas dit, mais évidemment ce que je vous, promets ici, c'est que alors, quand vous rejoignez YouMind évidemment, c'est hyper cool parce que, bah, nous, on va vraiment prendre soin de vous derrière et faire en sorte qu'à la fois sur les compétences et sur les savoir-faire, ça vous permette du coup d'aller où est-ce que vous voulez aller. Mais évidemment, bah, il y a beaucoup de monde aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi intéressées, par cette proposition de valeur. Donc il y a beaucoup de candidatures qui sont reçues. Donc c'est des formations qui sont sélectives. Il faut évidemment bien vous préparer du coup, bien regarder tous les articles de notre blog, postuler et nous témoigner à toutes les étapes du process, à toutes les étapes des entretiens de sélection, bah, que vous avez envie évidemment et que votre projet est clair et que vous répondez aux critères que je vous ai indiqués jusqu'à présent. Voilà, c'était une petite précision que j'ai gardée pour la fin, j'aurais peut-être dû en parler avant, mais évidemment, c'est voilà, c'est pas Harvard, hein, le niveau de sélectivité, mais c'est vraiment sélectif pour le coup, donc il faut arriver en étant bien préparé. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que ce webinar vous a plu et je vous dis à très bientôt, du coup. Et alors évidemment, avant de raccrocher, je vais quand même prendre quelques questions. Si vous avez quelques questions, du coup, tout de suite, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses. Je pourrais y répondre. Eh bien, écoute, Isabelle, je t'en prie. Plaisir partagé, du coup. J'espère que ça a été utile par rapport à ton projet. Et bah, si vous avez des questions, voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Je vais rester quelques minutes ici avant d'aller me re-remplir un petit peu ma gourde, parce que vous voyez, je suis en train de progressivement de perdre ma voix. Hem et ben merci Najma, merci Sonia du coup. Alors j'avais pas vu qu'il y avait une Sonia parmi nous, c'était pas du tout, je parlais de Sonia Martin tout à l'heure, j'avais visé juste sur le prénom, mais pas sur le nom de famille évidemment. Et dans tous les cas, si vous avez des questions qui vous viennent un petit peu après, n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec grand plaisir. Ce que je vais vous demander aussi, je m'étais engagé à tout simplement vous donner des documents. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à m'envoyer un email à marin, du coup, @humanschool.com et je vous enverrai les petits docs dont je vous ai parlé, du coup, hier. Donc n'hésitez pas à faire ça. Je vous les enverrai d'ici la fin de la semaine. Voilà et je vous souhaite une très belle après-midi et j'espère que ce webinaire vous a plu. À bientôt.